On se retrouve pour la troisième partie du résumé de ce livre, Libérez-vous des fringales. On se rappelle qu'on a vu déjà en première partie, après ces introductions de physiologie, comment se guérir des régimes. Il n'y a aucun régime en fait qui nous entraînera vers une solution de ces problématiques, ni non plus d'ailleurs du poids ou autre. On a bien sûr après parlé des glucides, pas que du sucre, des glucides, que ce soit les pâtes, le pain blanc, etc., qui sont une vraie problématique et très addictifs. En n'oubliant pas cette problématique du sucre, du stress et d'épuisement des surrénales, des glandes très importantes. Et nous allons maintenant aborder la thyroïde et les problèmes cachés qui peuvent avoir un impact sur les fringales. Puis nous allons parler des allergies et des dépendances. On va voir ici qu'il y a des surprises. Et enfin, pour cette troisième partie, on terminera par les troubles hormonaux. Donc chapitre 9, les problèmes thyroïdiens cachés. On nous pose la question de savoir si notre corps semble incapable de brûler des calories comme ceux des autres, ou encore à savoir si maintenir notre poids pose un problème. Et il faut savoir que si on n'a pas assez d'hormones thyroïdiennes actives, le métabolisme de base sera diminué, on fonctionnera plus au ralenti et on consommera moins d'énergie. Donc dit autrement, on aura tendance à stocker plus. Voici un extrait du livre avec les symptômes les plus courants et les facteurs de risque d'une faiblesse thyroïdienne. Ici, je vais faire très court puisque une vidéo récente de résumé du livre Thyroïde, les solutions naturelles aborde ces sujets de manière encore plus détaillée que dans ce livre. Puis un paragraphe, thyroïde fatigué, individu fatigant. Effectivement, cette glande est fondamentale dans le fonctionnement et quand ça ne fonctionne pas bien, eh bien on rame et on peut être assez fatigant pour l'environnement proche. Donc on nous invite ici à faire différents tests, soit avec de la L-tyrosine par exemple, mais encore aussi pour savoir si on a des problèmes auto-immuns à faire des tests spécifiques. Alors comment ça peut apparaître? En résumé, il peut y avoir plusieurs causes. Déjà les régimes hypocaloriques et les carences alimentaires en général, en sachant que les régimes hypocaloriques sont très souvent associés à des carences alimentaires, voire la première partie sur tout ce qui est problématique des régimes. Cela peut être dû aussi à des événements hormonaux, on en reparlera un peu plus loin. Une attention doit être aussi portée aux régimes végétariens, qui sont souvent carencés en fer, en sélénium et en zinc par exemple. Attention aussi au soja, cela peut être aussi apporté par des blessures ou des maladies graves, et aussi avec les produits chimiques qui sont présents dans l'eau. Un paragraphe pour tester sa thyroïde, on nous dit là encore que mesurer la TSH est insuffisant. On nous propose deux tests simples en parallèle des tests sanguins. Le premier, la mesure de la température basale, en nous présentant aussi une étude sur sa pertinence, pendant 10 minutes avec un thermomètre précis, genre les thermomètres à mercure de l'ancien temps, sous les aisselles, 30 minutes après le réveil, mais au lit, sans lumière, les yeux ouverts. À faire 3 matins de suite, et c'est encore plus fiable durant les règles pour les femmes. Et si on est souvent inférieur à 36,1, il est probable que sa thyroïde soit ralentie, et probablement les surrénales aussi. Ceci dit, parenthèse, comme on est tous différents, il peut être utile d'avoir une bonne conscience de sa température basale, en la prenant de temps en temps de cette méthode-là, de manière à avoir sa référence. Et le deuxième test, le réflexe achilléen. En fait, on va percuter le tendon d'Achille, et à ce moment, le réflexe de la cheville doit être rapide. Et bien sûr, côté examen sanguin, il y a bien un accord avec différentes personnes. On va essayer de mesurer la T4, la T4 libre, la T3, la T3 libre, la T3 inverse, et sur la partie auto-immun, anti-TG et anti-TPO. Et d'ailleurs, l'auteur précise que ces examens sont assez récents, avant on regardait surtout les symptômes. Chapitre 10, solutions pour la thyroïde. Et dans ce chapitre, on nous rappelle l'importance des surrénales là aussi. Parce que si on est dans un état de surexcitation, eh bien un des jobs de la thyroïde sera d'essayer de ralentir le fonctionnement des surrénales. Tout simplement pour éviter l'épuisement. Paragraphe sur les stratégies nutritionnelles. La première étape, c'est des éléments de qualité. Et aussi, elle nous parle de compléments. On nous invite à manger beaucoup de vrais aliments. Côté légumes, au moins 4 portions par jour. Et les salades vertes ne suffisent pas. Pour les protéines, au moins 20 grammes par repas, soit environ 100 grammes de viande ou de poisson. Pour les bonnes graisses, au moins 2 cuillères à soupe par jour d'avocat, d'olive, de noix, de graines, ou alors un usage généreux d'huile d'olive, de beurre, d'huile de coco, de graisse de canard, etc. La prise des glucides doit être modérée, par exemple maximum 2 portions de fruits par jour, et 1,5 à 1 portion de féculents par jour. À voir ici le chapitre 11 sur les allergies et les dépendances.
On nous invite bien sûr à boire de l'eau pure, en rappelant que les bouteilles plastiques peuvent relâcher des substances qui peuvent perturber gravement le métabolisme hormonal. Et enfin, évitons les aliments drogues, que ce soit les sucres, le café, etc. L'auteur nous dit qu'en 2 semaines, 90% de ses patients se sentent mieux, n'ont pas de fringales incontrôlables. Mais dans son cas, il y a bien sûr prise de compléments alimentaires. Alors comment soigner sa thyroïde? Si on est face à un cas de problème auto-immun, l'idée sera de calmer son système immunitaire en supprimant les produits auxquels on est hypersensible. Et on notera qu'en médecine traditionnelle chinoise, pour réparer sa thyroïde, on s'occupe seulement des surrénales, du foie et des autres glandes. Tout ça nous est résumé lors du plan d'action. On nous rappelle de mesurer notre température, de trouver aussi un endocrinologue holistique, pas être facile à trouver, et surtout de tenir un carnet de bord. Chapitre 11, guérir des allergies et des dépendances. Et dans le paragraphe, quels sont les aliments que vous adorez vraiment, on nous pose la question, est-on allergique ou pas à ce que l'on adore? Et on va voir que la question n'est pas si saugrenue que ça. On va aborder 3 cas, les céréales, les produits laitiers et les sucres. Et pour ceux qui auraient déjà suivi un régime hypocalorique, ou un régime en général, avez-vous déjà constaté une situation hypoallergénique sans le savoir? Dit autrement, un cas où on se serait senti globalement mieux. Par exemple, le régime Atkins est pauvre en glucides et riche en protéines. Et par rapport à tout ce qu'on vient de dire, il pourrait y avoir effectivement un effet dû à ce genre de régime. Donc c'est un indice pour savoir si on peut avoir des allergies ou pas. Alors on précise ici allergie, c'est pas au sens les allergies de type 3 avec les grosses catastrophes. Déjà au moins on va commencer à parler d'hypersensibilité. Alors quels sont les mécanismes de la dépendance? En fait les 3 familles dont on parle sont toutes addictives. Et il peut être impossible d'y résister car le corps sécrète de puissantes substances apaisantes pour essayer de calmer l'irritation causée par ces aliments allergènes. C'est vraiment un point important à comprendre. C'est ce qui peut faire que l'on va adorer et reprendre des aliments qui en final nous font du mal. Parce qu'on sera tout simplement accro aux substances sécrétées par le corps pour faire face à ça. Ici elle nous parle du gluten qui se fixe sur les récepteurs à opiacés, entraînant dépendance et cette envie de petit déjeuner du matin. Le souci de tous ces allergènes addictifs, c'est qu'ils affectent le système immunitaire et ils le détournent de leur tâche première qui est la défense de l'organisme. Alors comment tester ces tolérances alimentaires? Eh bien déjà on va pouvoir faire un autotest pour les allergies cachées, le plus simple étant le test d'éviction. Avec certaines précautions, bien tenir un carnet de bord détaillé, réintroduire un groupe à la fois, attendre 2 jours avant tout nouveau aliment, et pour les femmes, à tester après les règles et avant les syndromes prémenstruels. Donc du jour 1 au jour 7, on va faire des évictions et noter, et le 8e jour, on va pouvoir rajouter un aliment, et ce sur les différents repas de la journée. Un autre test est le test du pouls. On mesure son pouls après l'absorption d'un aliment suspect, et on peut parfois constater entre plus 10 à plus 20 battements par minute. Bien sûr, il y a les tests de kinésiologie qui sont très efficaces, et que chacun peut pratiquer. Au passage, on note qu'une réaction allergique entraîne une rétention d'eau pour diluer toute cette problématique et va entraîner donc une prise de poids. Un paragraphe sur le gluten, là je vous renvoie au résumé de mon livre « Le gluten ou comment le blé moderne nous intoxique ». Paragraphe sur le lait de vache, si on a des problèmes respiratoires. Dans le cas où l'on a des problèmes respiratoires, on peut se poser la question car c'est le premier symptôme de l'intolérance aux produits laitiers. Et il y a d'autres nombreuses raisons de limiter leur consommation. Et ici, on nous dit aussi d'essayer le lait cru et bio qui peut amener à diminuer les problématiques, sachant que le lait en cube passé à haute température n'est plus un produit naturel. Et il a perdu une bonne partie de ses enzymes et autres produits qui peuvent être utiles pour une meilleure digestion. Je peux vous renvoyer ici aussi à mon résumé du livre Écosystème intestinal et santé optimale, la 2e partie. Concernant le sucre, le Dr Hélène Cutler, dans son livre Gagner la guerre contre l'asthme et les allergies, a constaté que 80% de ses patients ont une réaction allergique au sucre, provoquant douleurs articulaires, maux de tête, hyperactivité, etc. Et ces effets sont semblables à ceux de l'alcool. Des études ont confirmé qu'un régime sans sucre pouvait guérir l'hyperactivité des enfants, par exemple. Après, on nous parle des différents compléments alimentaires pouvant aider dans le cas d'allergie, addiction, soit la DLPA, la L-glutamine, l'aloe vera, etc. Puis on a le plan d'action. Et enfin, l'avis de l'auteur, tout le monde devrait éviter le sucre. Chapitre 12, les troubles hormonaux, que ce soit les symptômes prémenstruels, la ménopause, l'andropause, etc. Pour les hommes, il peut y avoir 2 causes courantes de l'abaissement de la testostérone,
pouvant être impliqués dans des réactions de fringales, soit manger trop d'aliments riches en glucides, ou alors vivre trop de stress qui peut conduire à l'épuisement des surrénales. Alors d'où peuvent venir les déséquilibres hormonaux? Déjà c'est simple, plus un pays a de supermarchés de fast-food, plus ces femmes ont de symptômes prémenstruels et de troubles de la ménopause. Mais on nous dit bien sûr que le terrain compte aussi, et donc on est tous différents. Et les autres sources de déséquilibre œstrogène-progestérone peuvent être la sous-alimentation, mais aussi le manque de graisse corporelle, car en effet, à la ménopause, c'est la graisse abdominale qui prend le relais des ovaires pour produire suffisamment d'œstrogène. Il peut y avoir aussi l'alcool, les drogues et les aliments drogues, le chocolat y compris, et tout ce qui perturbe le foie en général. Et bien sûr, nous avons aussi les hormones chimiques, avec certains pesticides qui sont comme des faux oestrogènes, et aussi la pilule contraceptive, même des années après avoir arrêté. Et enfin, un paragraphe sur stress des surrénales et équilibre hormonal. Ici, on insiste pour rappeler que les surrénales contrôlent aussi la production des hormones par les ovaires. Chapitre 13, se libérer des fringales hormonales. Avez-vous de puissantes envies de sucre ou de gras avant les règles ou à l'approche de la ménopause? Là, cela pourrait indiquer aussi un manque d'acides aminés. Donc, côté complément, on peut imaginer la L-glutamine, le 5-HTP, le millepertuis, du GABA, des LPA ou DPA, L-tyrosine, etc. A noter que pour les règles douloureuses, l'angélique chinoise ou Dong Quai peut aider à réguler le niveau d'estrogène. Puis un paragraphe, mangez bien et arrêtez les régimes. Concernant le soja, on nous dit pas tous les jours et plutôt fermenté. On réinsiste sur la fonction thyroïdienne en insistant que quand elle est faible, on a plus souvent des symptômes prémenstruels, des règles abondantes ou douloureuses. Et on nous invite à aller vers la relaxation, la pratique d'exercice physique et l'exposition au soleil. On pourra aider à produire des endorphines par des exercices plutôt intenses et de la sérotonine par des activités physiques douces et la lumière du soleil. Puis nous avons le plan d'action, on va bien revérifier ses symptômes, essayer quelques compléments au besoin et surtout faire attention à son alimentation. Et là je vous renvoie aussi au résumé du livre, Syndrome prémenstruel, les solutions naturelles. Alors j'en arrive à mes conclusions personnelles. La thyroïde, on le voit encore, reste un élément très important pour notre bon fonctionnement global. Elle fait partie de tout un système et est rarement la seule à poser problème. Mais enquêter de ce côté pourra être utile en cas de fringales inexpliquées. Et d'ailleurs, on retombe sur des classiques qui nous invitent à manger vrai, loin des polluants, etc. Alors on a bien vu qu'on peut être allergique à ce que l'on adore. Ce mécanisme physiologique est vraiment important à comprendre. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver attiré par le plat de pâtes quotidien sans vraiment comprendre ce qui nous arrive. Et bien sûr, les différents troubles hormonaux peuvent aussi influencer nos fringales. Bref, tout cela nous invite, comme toujours, à avoir une approche très globale pour se questionner et balayer les différents aspects rentrant en compte dans cette problématique de fringales. Voilà pour le résumé de cette troisième partie.